Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition marquée par une annonce. Monaco accueillera le grand départ de la Vuelta en 2026. Une information qui a été officialisée ce jeudi en présence du prince Albert II. Le directeur général de la Vuelta, Javier Guillen, sera notre invité dans quelques instants. Puis nous irons à Paris pour une double actualité. Paris où les noms des auteurs retenus pour le prix littéraire et la bourse de la découverte de la Fondation Prince-Pierre ont été révélés, tout comme ceux du prix des rencontres philosophiques. Nous y étions. Nous nous intéresserons aussi ce soir au Conseil économique, social et environnemental des jeunes. La 17e édition vient de livrer son verdict avec des élèves toujours avides d'idées. Stéphane Vogetta, député des Français à l'étranger, sera notre invité ce soir. Il était en principauté aujourd'hui, où il a été reçu notamment au ministère d'État. Nous en parlerons avec lui. Et puis c'est l'une des nouveautés du Grand Prix de Formule 1 cette année. Une nouvelle tribune flottante a été installée au Port Hercule. Plus d'informations à suivre dans ce JT. La principauté deviendrait-elle une terre de cyclisme ? Après la dernière étape du Tour de France en 2024, Monaco accueillera le grand départ de la Vuelta en 2026. L'annonce a été officialisée aujourd'hui en présence du prince Albert II. Avant d'en savoir plus avec le directeur général du Tour d'Espagne, Javier Guillen, Frédéric Elion revient sur cette annonce événement effectuée ce midi au Yacht Club de Monaco. Les amateurs de cyclisme sont gâtés en principauté. Cet été, la 21e et dernière étape du Tour de France 2024 s'élancera de Monaco pour une arrivée à Nice. En 2026, Monaco accueillera le grand départ de la Vuelta, le Tour d'Espagne. Une annonce faite par les organisateurs ce jeudi midi au Yacht Club de Monaco et officialisée par la signature d'un contrat. J'ai pensé que c'était aussi possible pour la principauté d'accueillir un tel événement et de créer cet autre lien au travers du sport, au travers du cyclisme entre Monaco et l'Espagne, bien sûr, qui passera obligatoirement par la France, par notre pays voisin et ami. Et donc je pensais que c'était vraiment un autre grand événement dont la principauté pouvait servir de cadre et de lieu de départ. Et donc c'est tout naturellement que le processus s'est engagé et puis que nous sommes là aujourd'hui. Plusieurs coureurs cyclistes professionnels étaient présents au Yacht Club pour cette grande annonce, et notamment Chris Froome, double vainqueur de la Vuelta en 2011 et 2017. This is amazing news for Monaco, amazing news for the Vuelta as well. We have so many professional cyclists being based down here in the south of France and in Monaco. Obviously, this is a paradise for cycling here, and to have the Vuelta in 2026 starting here will be a really special occasion. Engagé actuellement sur le Tour de Grèce, Victor Langelotti avait porté le maillot de meilleur grimpeur lors de la Vuelta en 2022 et le Monégasque pourrait écrire une autre belle page de sa carrière en 2026. J'espère que Victor sera au départ de cette Vuelta 2026. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite, mais on espère qu'il aura d'autres succès entre-temps. Mais en tout cas, c'est une fierté d'avoir un Monégasque qui est coureur professionnel et qui a des vraies capacités, puisqu'il a porté le maillot de meilleur grimpeur, certes pendant pas longtemps, mais et donc qu'il puisse s'exprimer sur des grandes courses comme la Vuelta, mais aussi peut-être pourquoi pas comme le Tour de France ou comme d'autres classiques. Ce serait formidable, mais en tout cas on compte sur lui pour être là au départ en 2026. Monaco sera ville-étape du Tour de France pour la 7e fois cet été, mais jamais la principauté n'avait accueilli la Vuelta. Vivement 2026. Après le Portugal, les Pays-Bas et la France, le coup d'envoi de la 81e édition de la Vuelta sera donc à nouveau donné depuis l'étranger. Et c'est la première fois de l'histoire que Monaco accueillera l'événement cycliste. Frédéric Elion est avec Javier Guillen, le directeur général du Tour d'Espagne, pour en parler. Bonsoir Javier Guillen. Bonsoir. Javier, Monaco accueillera le grand départ de la Vuelta, le Tour d'Espagne en 2026. Vous avez dit dans votre discours que cela va être le plus beau départ de l'histoire du Tour d'Espagne. Le choix de Monaco était une évidence? Well, to me it's an obvious decision, because it's like a dream that is coming through.
Monaco means many things, but especially in terms of sport, Monaco means quality. Here are taking place the biggest sport event in the world. Formula One Grand Prix, Monte Carlo Tennis Tournament, Rally of Monte Carlo. Tour de France is departing in its last stage this year, so we would like to belong to that special club. There is also other reasons, because at the end this is an history about two countries, Monaco and Spain. We are united from the Mediterranean Sea, from a common history, and also for the passion, fascination and admiration that all Spaniards get for Monaco. So I see that there are many arguments which Vuelta should be here in 2026. Pouvez-vous nous donner des détails sur ce grand départ? Est-ce qu'il y aura une seule étape ou deux? Et quel sera le format, un chrono, une étape en ligne? Yeah, sure. Will be two stages. The first one will be a time trial. We want to take advantage from the Formula One circuit because it's very recognizable for everybody. It's also an homage, to another sport, a sport on wheels as well. And the second stage will be the departure. Will be a normal stage. We'll go through France before reaching Spain, and for sure going to be a very two special stages. Il y a beaucoup de relief autour de la principauté, des cols, des montées avec du dénivelé. Peut-on s'attendre, après le contre-la-montre inaugural, à une première étape difficile dès le début de la Vuelta 2026? Yeah, we need to take advantage of the hills, because Vuelta is a race that always is looking up the sky. This belongs to our ADN, and whenever we see a claim, we always go there with the bike or with the car. So at the end, we need to keep our identity, our personality, and to mix what the opportunities that the Principality offer to us. Javier, vous évoquiez tout à l'heure les liens entre Monaco, l'Espagne et le cyclisme. Il y a 2 ans, Victor Langelotti, qui est un coureur cycliste professionnel monégasque, avait porté plusieurs jours le maillot de meilleur grimpeur sur la Vuelta. Ce grand départ de Monaco peut aussi être une belle opportunité et un beau clin d'œil pour lui? Yeah, it would be very nice, because at the end we need idols, and idols that people could identify. In Spain, everybody likes the Spanish riders, so in Monaco, for sure, I'm sure that all the people want a Monegasque rider. This is an open race. We'll try to press a little bit the teams, to join a Monegasque rider for Vuelta roster in 2026, and we got a lot of time before us. We'll see, but it will be nice for sure. Une dernière question, Javier, vous l'avez dit, départ en 2026. Qu'est-ce qu'il va se passer d'ici là, pendant ces 2 années, avant le départ à Monaco? We need to prepare many things in terms of logistics. We need to come here many times. We need to have many conversations with the government and with everybody involved, in the designing of the parcours, but also in all the activities that are around our presence here in Vuelta. 2 years maybe is too long for someone, but believe me, it's a very short time, facing all the things that we have to do. Javier Guillen, merci beaucoup pour votre temps et on a hâte d'être au grand départ de la Vuelta ici à Monaco en 2026. Thank you very much. Au revoir. En basket, le sélectionneur de l'équipe de France, Vincent Collet, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour prendre part à la préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et 2 Monégasques figurent parmi les chanceux, Elie Okobo et Mathieu Strazel. Vincent Collet a fait le choix d'une liste élargie pour ce stage qui devrait débuter le 27 juin prochain. Direction Paris à présent, où le conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre a annoncé la liste des auteurs en lice pour le prestigieux prix littéraire et la bourse de la découverte. Rejoignons sur place Vanessa Dessier et Julien Logier qui ont assisté à cette annonce. Créé en 1951, le prix littéraire honore chaque année, sur proposition de la Fondation Prince-Pierre, un écrivain d'expression française de renom pour l'ensemble de son œuvre.
Et c'est au mois de mai que les membres du Conseil littéraire se réunissent à Paris afin d'établir la liste des auteurs sélectionnés. Cette année ont été retenus Mathieu Bellesi, Patrick Deville, Colette Fellous, Marie-Hélène Lafont et Jean Rouault. Comme d'habitude, très convivial et ouvert. La liste était très longue. Les potentiels candidats étaient de grande qualité. Je le dis chaque année, mais cette année, encore une fois, peut-être davantage. Donc c'était long et difficile de choisir. Mais l'avantage de ce conseil, de ce jury, c'est que je n'ai jamais entendu les gens se prendre à partie ou dire des choses désagréables. Au contraire, l'intérêt des uns et des autres pour les auteurs qu'ils connaissent moins ou pour lesquels ils n'avaient pas eu la même approche est évident. Donc c'est quelque chose de très ouvert, de très heureux et de très profitable. Ont également été sélectionnés pour la Bourse de la Découverte, prix récompensant un auteur francophone pour un premier ouvrage de fiction, Mokhtar Hamoudi, Les conditions idéales, Sébastien Bailly, Parfois l'homme, Marion Fayolle, Du même bois, Emmanuel Pierrot, La version qui n'intéresse personne, Javier Santizo, Un pas de deux, et enfin Thomas Schlesser, Les yeux de Mona. Chaque réunion est une symphonie de pensée où les écrivains se rencontrent, partagent et s'inspirent les uns des autres. C'est dans une écoute réciproque et que donc chacun défend et parle du livre, des livres ou des œuvres qui lui paraissent la plus intéressante. Mais tout ce qui circule, c'est le désir de lire et d'encourager des jeunes auteurs ou des auteurs dont c'est le premier texte. Et moi personnellement, j'ai eu le prix Prince Pierre de Monaco pour l'ensemble de mon œuvre. Donc c'est aussi le sentiment d'une continuité et d'une ouverture, comme dans une danse ou un ballet, une nouvelle arrivante surgit et réanime. Le prix littéraire et la Bourse de la Découverte seront proclamés en octobre prochain en Principauté. Et toujours à Paris, les membres du jury des rencontres philosophiques de Monaco ont réuni les auteurs retenus pour le prix 2024 à la Maison de la Poésie dans le 3e arrondissement de la capitale. L'occasion de découvrir les 5 ouvrages finalistes de cette année. Je vous propose d'écouter Robert Maggiori, président du jury du prix 2024 et membre fondateur des rencontres philo. Il est au micro de Vanessa Dessy. C'est une idée qu'on avait avec Charlotte et ensuite Raphaël Zaguri-Orly, parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas de prix pour la philosophie, pas même de prix Nobel d'ailleurs. Et les raisons pour le prix Nobel sont assez étranges de M. Nobel dans les rapports avec son épouse, qui paraît-il aimait trop la philosophie ou les philosophes, donc il n'y a pas eu de prix Nobel de philosophie. Et donc on a considéré que c'était bien de donner un prix à un essai de philosophie qui soit lisible par tous, parce que c'est ça notre souci. Donc on a une sorte de Goncourt de l'essai, de Goncourt de la philosophie. On fait toujours discuter les 5 finalistes. Donc en général c'est moi qui le fais parce que je suis président du jury, mais comme je suis président, j'ai préféré aujourd'hui que ce soit quelqu'un d'autre. Donc Laure Adler assurera l'animation et chacun va parler de son livre, va parler des livres des autres, on va avoir un échange sur des thèmes philosophiques qui sont tous d'actualité. Dans tous les livres, il y a quelque chose qui parle de nous et qui parle du présent. Donc c'est un grand moment de partage c'est contenu dans le mot rencontre. On l'a appelé comme ça parce que précisément on fait se rencontrer les gens, on rencontre des gens, on rencontre des livres, on rencontre des idées, on rencontre des œuvres d'art, on rencontre tout ce qui est possible de rencontrer. Et le lauréat du prix des rencontres philosophiques sera annoncé très prochainement, le 13 juin prochain, à l'occasion de la semaine Philo Monaco en Principauté. Le programme de cet événement est d'ailleurs à retrouver sur le site internet philomonaco.com. Apporter leur vision de la société, un regard neuf en lien avec leur génération. C'est dans ce but qu'a été créé le Conseil économique, social et environnemental des jeunes. La 17e édition vient de se clôturer. Les élèves ont pu présenter leurs vœux. Plus de détails dans ce reportage de Christine Datomel et Arnaud Imbert. Le Conseil économique, social et environnemental a pour mission essentielle de donner un avis au gouvernement sur des questions qui intéressent d'une façon générale la vie économique de la Principauté.
Consulté régulièrement par le gouvernement lors d'un projet de loi ou d'une ordonnance souveraine, le CESE peut également formuler des vœux sur des questions entrant dans ce cadre. Hier, c'est dans cet objectif que la jeunesse a été mise à contribution lors de la séance de clôture de la 17e édition du CESE des jeunes qui a rassemblé 32 élèves répartis en 4 groupes de la seconde à la terminale des établissements scolaires de Monaco. Alors avant de présenter ces projets de vœux, ils travaillent toute l'année, aidés par leurs professeurs et par le secrétariat du CESE, puis différents intervenants gouvernementaux dans la vie économique qui leur donnent les conseils. Et ils proposent donc un vœu aux membres juniors du Conseil économique. Ce vœu est débattu, alors il est présenté par groupe, il est débattu avec tous les membres. Et après, ils votent. Donc chaque projet de vœu fait l'objet d'un vote et il est adopté ou refusé. Mais alors aujourd'hui, on a eu 4 très beaux projets de vœux et les 4 ont été adoptés. On a eu l'occasion de nous-mêmes créer les démarches, on a eu l'occasion de nous-mêmes choisir notre sujet. C'est vraiment quelque chose qui était super vaste, donc ça m'a vraiment plu. Qu'on puisse amener de nos convictions dans un projet, c'est quelque chose qui a été un aspect vraiment novateur pour moi parce que j'ai vraiment jamais eu l'occasion de faire quelque chose comme ça. Et du coup, c'est tout cet aspect où on a été très libre, mais en même temps, on a été en groupe. Donc ça a été un travail qui n'est pas uniquement le mien, mais celui de toute une équipe qui était convaincue par ce qu'on faisait, qui m'a vraiment plu le plus. Des projets qui seront joints aux vœux des seniors et qui seront transmis aux autorités de Monaco. Aujourd'hui, il y a eu des vœux qui ont tous un lien en fait, c'est de penser aux autres en fait. C'est évidemment des vœux qui servent à la jeunesse et c'est ce qu'ils aimeraient voir en place, être mis en place pour eux, pour leurs successeurs en fait plus tard parce qu'ils sont déjà dans des classes élevées. Mais il y a un lien dans tous ces vœux qu'on peut voir aujourd'hui, c'est ils souhaitent recréer ou créer du contact, du lien. Notre projet, c'est l'AEM, je pense que vous pouvez le voir avec le petit logo que j'ai sur le torse. C'est une association qui réunirait tous les jeunes de la Principauté de Monaco pour mettre en place divers événements autour de thématiques qui nous semblent très importantes. De tête, je peux par exemple vous citer les relations intergénérationnelles, le sport qui est un aspect essentiel dans la Principauté de Monaco. Ça permettrait de centraliser un bon nombre d'activités autour d'une même égide et que les jeunes aient le droit à la parole, qu'eux-mêmes ils organisent les activités, ce qui permettrait de leur donner des rôles importants pour les préparer pour leur avenir. Une initiative qui permet donc aux élèves scolarisés dans les lycées de la Principauté de faire entendre leur voix dans les débats publics en portant des thèmes de réflexion qui seront transmis aux autorités monégasques. Et qui sait, ces lycéens se retrouveront peut-être dans un hémicycle dans quelques années. Stéphane Vogetta, lui, a été élu en 2022, député de la 5e circonscription des Français établis hors de France, en Espagne, au Portugal, en Andorre et à Monaco. Il a entamé une visite de 2 jours en Principauté et est en duplex avec nous. Bonsoir Stéphane Vogetta. Bonsoir. Vous étiez déjà en Principauté en mars dernier où vous aviez pu échanger avec de nombreux représentants de la communauté française. Cette fois-ci, c'est au ministère d'État que vous avez été reçu. Quel est votre sentiment, monsieur le député ? Bien écoutez, effectivement, je suis de retour à Monaco quelques semaines plus tard. Cette fois-ci pour une rencontre avec monsieur Brezzo, président du Conseil national ce matin, cet après-midi avec le ministre d'État, et avant une audience demain avec le prince Albert II. Et pour moi, c'est un grand plaisir de pouvoir revenir à Monaco, cette fois-ci pour une tournée un peu plus institutionnelle dans mon rôle de parlementaire français et aussi dans une certaine mesure représentant de la France, afin de pouvoir d'abord bien comprendre les problématiques et les préoccupations des autorités monégasques, mais surtout de pouvoir exprimer le soutien de la France au cours des années et des mois à venir dans la cohérence des relations que nous avons connues. Voilà, c'est le sens du message que vous souhaitez porter. Les relations sont excellentes entre la France et la Principauté. Cela va au-delà du voisinage, hein. Bien sûr, ce sont des relations séculaires qui ont été structurées au cours de l'histoire par des relations personnelles, par des traités, et pas seulement par une proximité géographique, il y a une proximité culturelle, il y a une amitié profonde. Et je pense qu'en cette période qui est effectivement objectivement plus compliquée pour la Principauté, qui est aussi compliquée pour la France, je pense qu'il est important que la France, aujourd'hui c'est moi, bientôt ce sera sans doute le président de la République Emmanuel Macron, la France vienne exprimer aux autorités monégasques toute son affection et son soutien, à la fois pour le peuple de Monaco, mais bien sûr pour ses institutions. Vous êtes aussi à l'écoute des problématiques du quotidien des Français de Monaco ?
Écoutez, moi je suis effectivement élu et représentant des Français de l'étranger, en particulier des Français de Monaco, qui comme tous les Monégasques, en fait, tous les résidents à Monaco sont confrontés à des problématiques de logement, à des problématiques d'inflation. Et en ce sens, je relaye bien évidemment ces messages que les autorités monégasques connaissent parfaitement. Mais cette fois-ci, il est vrai que mon déplacement est plus focalisé sur ce qu'on va appeler la diplomatie parlementaire, sur mon rôle en tant que représentant du Parlement français, eh bien de ce rôle de liant entre nos deux pays afin de m'assurer qu'au cours des prochains mois, des prochaines années, eh bien, la relation entre nos deux pays continue à se renforcer et que la France, là où elle le peut, puisse apporter son soutien à Monaco. Oui, c'est ce que j'allais justement vous poser comme question. Quel est votre rôle à jouer en tant que député des Français à l'étranger ? Eh bien d'abord, c'est s'assurer de relayer auprès de mes collègues députés et sénateurs français à Paris une meilleure connaissance, une meilleure compréhension de la complexité des problématiques monégasques, puisqu'il y a souvent, vu de Paris et vu d'ailleurs en France d'ailleurs, une mécompréhension, une caricature un peu de ce qu'est Monaco, de ce que sont les Français de Monaco. Il est important pour moi de les convaincre, notamment à travers le groupe d'amitié France-Monaco à l'Assemblée nationale, eh bien, de l'importance du soutien de la France, du soutien institutionnel envers ce pays, afin de maintenir à l'évidence la prospérité de notre voisin et allié, mais aussi de nourrir cette relation qui nous bénéficie à tous les deux et sur laquelle nous devrons continuer à investir dans l'avenir. On parle notamment éventuellement de nouvelles connexions ferroviaires éventuellement qui devraient pouvoir aider aussi bien mes compatriotes français que les Monégasques à se rendre en France et à y travailler, à y investir. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde de bien comprendre l'importance de ces problématiques afin, le jour venu, de soutenir les demandes budgétaires ou les propositions de loi qui seront mises sur la table afin de répondre à ces requêtes. Et cela sera la teneur de vos propos demain matin au Palais Princier lors de votre audience avec le prince Albert II ? Exactement. Je pense que tout le monde à Monaco espère que tôt ou tard, Emmanuel Macron, tout comme ses prédécesseurs, aura l'occasion de se rendre à Monaco pour une visite d'État. Ce sera sans aucun doute après les Jeux Olympiques. Je ne sais pas si en 2024 ou en 2025, mais quand il le fera, il exprimera, comme je vais le faire demain, eh bien, écoutez, le soutien de la France, la volonté d'être côte à côte avec le peuple et les autorités monégasques dans les moments compliqués, dans les moments aussi de joie. On espère aussi accueillir les athlètes monégasques cet été à Paris pour les Jeux Olympiques qui vont être une grande fête et on espère de bonnes surprises du côté français et du côté monégasque. Et en tout cas, demain, je vais bien sûr exprimer au prince eh bien, ce soutien que d'ailleurs m'a transmis l'Élysée en attendant que le président puisse le faire en personne. Très bien, merci beaucoup Stéphane Vogetta d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info à l'occasion de votre visite en Principauté. Merci. Merci à vous et bonne soirée. Le compte à rebours est lancé après le Grand Prix historique. La Principauté se métamorphose à nouveau pour le Grand Prix de Formule 1. Et parmi les nouveautés de cette année, une nouvelle tribune flottante a été installée au Port Hercule. Combien de personnes pourra-t-elle accueillir et à qui est-elle destinée ? Élément de réponse avec Christina Thomel et Arnaud Imbert. Vous l'avez probablement remarqué, une tribune flottante est en train de voir le jour à quelques pas du Yacht Club. Une première en Principauté, mise en place par la Société d'exploitation des ports de Monaco. Cette structure, pour le moins insolite, située au niveau de la fameuse chicane du circuit de Monaco, sera réservée aux propriétaires de bateaux amarrés dans le port de Monaco et dans le port Cala-Delfort de Vintimille. C'est une zone où on n'arrive pas à mettre d'énormes bateaux, on est limité en longueur et où pour autant c'est un endroit incroyable du circuit. S'il y a quelque chose qui se passe en tête de course, c'est au freinage la chicane et en plus donc on les voit passer au ralenti, donc c'est vraiment un endroit incroyable. Donc on s'est dit, il y avait une tribune avant par le passé qui existait à la chicane, mais qui avait un problème, c'était son accès. Donc tout ça mis ensemble, on s'est dit l'accès par le port, c'est un peu notre métier. Optimiser cet espace-là, on sait faire des choses sur l'eau. Donc on a eu cette idée et donc de proposer un service à nos clients, puisqu'on n'est pas un nouvel acteur dans la vente de tickets, puisque derrière chaque personne qui aura accès, il y a un bateau. Et puis aussi, une part importante, c'est on a 120 bateaux qui viennent pour le Grand Prix et on en a 30 qui voient le circuit. Donc les 90 autres, ils sont dans le port mais ils ne voient rien. Donc ils ont par contre les tenders
pour venir accoster là et avoir un accès facile par le port justement. Et donc la contrainte de l'accès n'en est pas vraiment une. Et on leur donne, on leur propose à la vente, parce qu'effectivement c'est quand même un budget tout cela. Le but c'est pas de faire de l'argent sur ce projet, c'est de proposer un service nouveau à nos clients. Mais bon, il faut quand même le payer, le but est quand même essayer de payer les frais. À bord, les clients auront du snacking, ils seront rafraîchis, il y aura du champagne avec des partenariats avec des sociétés locales. Parce qu'il est important aussi de dire, c'est que tout le projet, il y a de l'ingénierie, mais il y a aussi de l'événementiel. Tout est fait avec des entreprises locales. La personne qui est à bord, déjà, donc, elle a un endroit incroyable pour voir les épreuves. Elle peut rester à bord et chaque personne a un siège. On le voit, on a fait un système de gradins. Il y a 3 niveaux qui fait que par amphithéâtre comme ça, le but c'est que tout le monde voit. Et dans un niveau, on met sur l'arrière des chaises hautes et sur le devant des chaises basses. Donc pour dire que en fait, voilà, chacun en position assise et chacun a une place, on voit, et bien. Répartie sur 26 caissons et sur 3 niveaux, cette nouvelle plateforme de 600 mètres carrés permettra d'accueillir jusqu'à 400 personnes. Il faudra néanmoins débourser la somme de 5 400 € pour accéder à cet espace, un espace accessible du vendredi au dimanche et qui permettra d'assister aux différentes épreuves du Grand Prix dans une ambiance décontractée et luxueuse. Oui, notez que le Grand Prix de Formule 1 sera à suivre en direct sur notre antenne à partir de la semaine prochaine. Dans le cadre scolaire, tous les collégiens et lycéens ont la possibilité de faire partie de l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire, et qui sait représenter son établissement dans des compétitions nationales. C'est le cas par exemple de l'équipe de foot à 7 de Monaco. Elle s'est qualifiée pour le championnat de France UNSS de la discipline qui aura lieu la semaine prochaine dans la Somme. Anaëlle Marquez et Arnaud Humbert ont assisté à l'un de ces derniers entraînements. Regardez. Dernier entraînement pour l'équipe cadet de foot à 7 du lycée Albert Ier. La semaine prochaine, c'est direction les championnats de France UNSS de la discipline. Et pour en arriver là, les footballeurs amateurs ont déjà remporté pas mal de matchs de qualification. Alors leur avancée est déjà un bel exploit. Ils ont réussi à passer le championnat de district, le championnat départemental, académique, interacadémique. Donc ils ont passé 4 tours de qualification, donc sur 4 mercredis après-midi. C'est relativement complexe de se qualifier à un championnat de France. Pourquoi ? Parce que le système de qualification fait que, par exemple, lorsque vous êtes en finale académique, l'équivalent de la région, vous avez un match ou 2 matchs de qualification. L'équipe qui perd, en fait, ne peut plus se qualifier. Et ce n'est pas la première fois qu'une équipe cadet de l'UNSS représentera la principauté en championnat de France de foot à 7. L'année dernière, certains jeunes footballeurs monégasques avaient déjà participé à la compétition. Franchement, c'est une fierté quand même de représenter Monaco 2 ans de suite au championnat de France. On n'a pas eu trop de difficultés durant les étapes de qualification. Et franchement, voilà, on arrive au championnat de France très serein. Je pense qu'on peut faire un bon résultat parce qu'on a une bonne équipe et on pourrait aller loin, je pense. C'est donc plein d'espoir et d'ambition que les 11 lycéens partiront mardi prochain à Abbeville, dans la Somme, pour se confronter à des équipes venues de toute la France métropolitaine et outre-mer. Un seul objectif en tête, essayer de revenir sur le rocher avec le fameux titre de champion. Cette information à présent qui peut intéresser les chineurs, la société Saint-Vincent de Paul organise sa braderie jusqu'à vendredi midi sur le parvis de l'église Saint-Charles. Les fonds récoltés serviront à soutenir les actions de l'association qui œuvre notamment pour les plus démunis. Et puis sachez que les inscriptions pour l'Académie Régnier 3 ont débuté. Elles peuvent se faire jusqu'au 11 juin directement en ligne sur internet sur le www.academierégnier3.mc. Pour les élèves actuellement inscrits, les réinscriptions s'effectueront jusqu'au lundi 24 juin. Découvrez à présent les prévisions météo et pour cela, Anaëlle Marquez nous a rejoint en studio. Anaëlle, quelle est la tendance pour la journée de vendredi ? Bonne nouvelle, après la pluie vient le beau temps. Demain, le soleil fait son grand retour sur la principauté après quelques jours d'instabilité. Malgré quelques nuages dans le ciel, la journée sera donc ensoleillée, présageant une belle météo pour ce week-end. Du côté des températures, le thermomètre monte un petit peu. On aura entre 12 et 20 degrés. Et en ce vendredi 17 mai, nous souhaiterons une bonne fête au Pascal.
Eh bien merci Annelle pour toutes ces précisions. On referme cette édition comme nous l'avons débuté avec cette annonce événement. Monaco accueillera le grand départ de la Vuelta en 2026, une première dans l'histoire du Tour d'Espagne. Photo signée ce soir Manuel Vitali. Demain, retrouvez Julia Vial à la présentation de votre JT. Passez une excellente fin de semaine sur Monaco Info.